Hello, ravi de vous accueillir dans Échappée verte. Je suis Marc Albi, 20 ans, toutes mes dents, et j'ai stoppé mes études pour trouver ma voie entrepreneuriale. Chaque lundi, je vous emmène dans l'univers d'un entrepreneur qui change le monde, à sa manière, à son échelle et selon ses aspirations. Je vous partage les coulisses de ces personnalités, donc leur parcours, leur levier d'action et leur harmonie personnelle. Finalement, le nécessaire pour vous inspirer à être entreprenant qui que vous soyez. Trêve de blabla, je vous laisse découvrir cet épisode en vous souhaitant une agréable écoute. Bonjour Hugues, bienvenue dans Échappée verte. Comment vas-tu ? Très bien, bonjour Très Marc. bien à la fin. Alors, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, donc ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Je t'en prie. Ouais, donc, bonjour Marc, moi je suis Hugues Pelletier, je suis le fondateur de la société Petrel, Petrel Commerce Circulaire, qui est une société donc, qui a vocation à diminuer tout ce qui est emballage à usage unique pour aller vers le réemploi. Okay. Et pour en arriver là, moi, au départ, je suis un ingénieur, j'ai fait aussi une école de commerce, je pourrais revenir un peu plus sur mon parcours, et donc j'ai fait une carrière à la fois dans l'industrie et dans la grande distribution. Ok. Et est-ce que tu avais déjà une motivation de vouloir entreprendre ou ça s'est fait petit à petit sur ton parcours ? En fait, la volonté d'entreprendre, c'est un projet que j'ai de longue date, que j'avais, je pense, dans mon ADN. Je suis de Lyon à l'origine et que dans mes ascendants, il y a beaucoup de personnes qui avaient des familles d'industriels, des gens qui avaient développé des entreprises. Okay. Et donc ça faisait partie un peu de mon ADN. Et c'est sûr que je le savais déjà en école d'ingénieur que j'irais à un moment donné vers la création d'entreprises. C'est pour ça que j'avais refait un cycle en MBA pour avoir des dimensions commerciales et business. Okay. Et finalement, c'est un process qui aura mis du temps, parce que là, j'arrive à presque à la cinquantaine. J'ai créé ma société presque à la cinquantaine, mais clairement, c'était un souhait, en tout cas, quelque chose qui était en toi, où tu te disais quand même, à un moment donné, tu sentais que ça allait venir. Donc ça, tu as fait ton chemin, tu as travaillé à Carrefour, on peut le dire, tu as fait différents postes. Et ce qui t'a amené aujourd'hui vers donc le zéro déchet, ou en tout cas le réemploi, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le concept et l'objectif à travers Petrel ? Oui. Alors, je reviens juste en effet sur... j'ai passé en effet 14 ans chez Carrefour, 7 ans sur des fonctions à la direction générale et des fonctions internationales, et 7 ans, j'étais le patron d'Ushop, qui est la filiale de courses en ligne, courses sur Internet. Et pendant toute cette période-là, et même avant sur les jobs précédents, c'est vrai que j'ai toujours été... à l'écoute d'initiatives, en train de tester des nouvelles approches, chercher un peu des nouveaux canaux de distribution, nouveaux moyens de lancer des activités. Et finalement, c'est qu'après avoir été patron pendant 7 ans de cette filiale qui est Ushop, finalement, c'est une rencontre qui a déclenché le projet Petrel. Okay. C'est le fait d'avoir rencontré une personne qui s'appelle Tom Saki, qui est le patron d'une boîte qui s'appelle TerraCycle, qui faisait du recyclage depuis 17-18 ans, et qui est venu voir donc le numéro 2 de Carrefour, le patron du RSE, donc j'étais dans cette rencontre, et qui est venu nous exposer le fait qu'il y avait toujours eu beaucoup de travail et d'énergie sur le recyclage des emballages, des matériaux, mais finalement, un bon moyen pour justement avoir un impact positif, c'était de travailler sur le réemploi. Donc finalement, de mettre sur le marché des emballages plus qualitatifs, avec parfois des fonctionnalités supplémentaires, et puis surtout des emballages qui pouvaient être réutilisés, c'est-à-dire qui pouvaient être récupérés, pour être nettoyés, et réutiliser à nouveau pour un nouvel usage. Et donc c'était finalement permettre le retour des systèmes de consignes, comme ça existait en France jusque dans les années 80, où on ramenait, on avait par exemple des bières, etc., on les ramenait dans le magasin, on récupère un peu d'argent et cette bière retournait dans des cycles pour être nettoyée et remplie à nouveau. Et ces systèmes qui continuent à exister à la fois en Allemagne ou en Espagne,
ont complètement disparu en France. Et donc, c'était l'occasion justement de relancer cette approche, ces process, et avec une société américaine, avec beaucoup d'énergie, une capacité à développer l'idée. Et donc, en discutant avec le patron de cette activité, je lui ai dit, voilà, je suis en capacité de monter une société et je vais permettre justement, en connaissant le marché français, le e-commerce, le groupe Carrefour aussi, permettre de faciliter et d'intégrer ce projet pour utiliser tous les moyens en place de manière opérationnelle. Et donc ça a été le point de départ de la création de Petrel. Donc j'ai quitté Carrefour il y a près de 2 ans et demi et j'ai lancé donc ma structure qui est NSAS donc septembre-octobre 2018. Super, ok. Et je voulais voir avec toi, est-ce que d'un point de vue personnel, tu avais déjà un attrait vers les projets à impact, comme on dit aujourd'hui, ou est-ce que c'est plus né par rapport à cette problématique que tu avais identifiée et tu t'es dit, je vais quand même, tu as réfléchi à une solution plus ou moins, et du coup, est-ce que c'était un attrait personnel vers ce type de projet ou ça s'est fait par le projet en lui-même? Alors, il y a toujours un croisement des deux choses. Alors, d'une part, moi j'ai toujours eu la volonté de créer ma société et donc d'être entrepreneur. Et en effet, il fallait que je trouve une idée. D'accord. Et ça finalement, c'était un processus très long. Et finalement, donc c'est l'alignement, cette rencontre qui m'a permis d'identifier en périmètre d'activité sur lequel j'apportais de la valeur et je pouvais donc justement avoir l'opportunité de créer. Et je l'ai fait d'autant plus volontiers que c'était un projet en effet qui avait du sens parce qu'à la fois il y a une dimension environnementale forte mais aussi sociale dans la mesure où on implique, on a un projet de réinsertion associé à notre activité. Ok, mais est-ce qu'on peut un petit peu plus développer ce point-là et aujourd'hui même l'action concrète de Petrel dans ce commerce circulaire finalement, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus? Oui, tout à fait, oui. Donc par rapport, on a plusieurs initiatives. Il y a un projet qui s'appelle donc le projet Loop qu'on intègre chez Carrefour et puis après, maintenant on travaille auprès d'autres clients. Et notre activité, c'est d'accompagner des distributeurs, des industriels vers le zéro déchet par le réemploi de leurs emballages. Donc la manière dont on procède, c'est qu'on commence souvent par une phase un peu d'audit, de conseil, d'échange, pour voir les problématiques de chacune des sociétés. Et ensuite, on identifie en pilote, c'est-à-dire une géographie, une gamme de produits, une typologie de clients, sur lequel on va remplacer des produits avec des emballages à usage unique vers des emballages réemployables. On réfléchit, on met en œuvre tous les nouveaux process. Et dans ces nouveaux process, c'est principalement c'est un impact sur les opérations, la préparation de commandes par exemple, la transformation, mais surtout la logistique et surtout la logistique de retour pour récupérer les emballages, les ramener. Ensuite, gérer une consigne, c'est-à-dire un remboursement, une compensation financière pour les clients, et puis mettre en musique ces différents acteurs avec une plateforme informatique aussi, une plateforme digitale qui s'appelle le Petrel Hub que l'on a développé. Et l'idée, donc, c'est le proposer à différents acteurs pour justement qu'au quotidien, à la fois il y ait des emballages, il y a une transformation des emballages pour que les emballages soient réutilisables, mais aussi les moyens de les opérer au quotidien, d'opérer cette circularité au quotidien. D'accord. Et qui est pas que en apparence que les emballages se suppriment, mais que sur toute la chaîne on fasse en sorte que les emballages soient réutilisables. Je pense quand on livre des grandes quantités, il y a aussi beaucoup de cartons, de plastique, etc. Donc l'objectif c'est aussi de gérer tout ce qu'il y a derrière la boutique finalement. Exactement. En fait, l'important c'est qu'ils soient réutilisables, mais surtout qu'ils soient réutilisés et réemployés. Et l'idée c'est bien opérer, être là avec l'équipe sur le terrain pour mettre en œuvre de manière opérationnelle cette transformation. Et je trouve que c'est d'autant plus important parce qu'il y a un truc, il y a toujours un point d'attention de certaines sociétés qui peuvent vouloir faire du greenwashing, c'est-à-dire un coup d'annonce, un coup de communication, etc. Et moi j'ai la conviction que ce qui est important c'est la transformation dans la durée, de ce changement. Et souvent pour les sociétés, gérer au quotidien finalement des emballages, puis après des remboursements de petites sommes, c'est très souvent secondaire dans le business et risque de rapidement baisser les bras.
ou de ne pas l'opérer. Alors que moi, c'est mon cœur de business, c'est mon cœur d'activité, de l'opérer au quotidien et d'assurer que ça fonctionne. Donc à la fois avec des moyens techniques digitaux, donc c'est cette plateforme digitale avec à la fois une appli sur Android, mais aussi une plateforme web. Et puis également le fait de mettre des gens sur le terrain pour le suivre au quotidien et en faire une réussite. Ok. Et du coup, par rapport aux gens au quotidien, tu parlais qu'il y avait une dimension sociale aussi à ton projet. Il me semble que vous n'employez pas n'importe qui, si je puis dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Oui, alors déjà, on est une petite équipe ici, à Station F, on est 5 personnes à date et on a vocation à augmenter dans l'année. Et au moment où on a créé le projet, on a souhaité que la manière de traiter le réemploi et sur la partie opérationnelle puisse inclure une dimension un peu sociale et s'inscrire dans un projet de réinsertion. Et donc on a travaillé avec une association qui s'appelle ARES et qui a un projet lié au centre pénitentiaire qui s'appelle Après. Okay. Et là, donc on a monté ce partenariat pour faire en sorte, par exemple, que tous les sacs utilisés pour le e-commerce de Carrefour soient récupérés, envoyés dans le centre pénitentiaire, donc il y a soit à Meaux, soit à Villepinte, et pour qu'ils soient contrôlés, nettoyés, repliés et renvoyés à la fin. Et ça se fait dans le cadre d'un programme de réinsertion des détenus qui sont accompagnés, coachés. À la fois le fait de travailler au quotidien, ça leur redonne des habitudes, ça les qualifie, donc ils sont des histoires racontées, et puis aussi ils sont accompagnés et coachés par des équipes. Ok, super. Et je voulais voir avec toi aussi la relation que vous avez avec les magasins, parce que tu disais au début, ça leur fait peut-être un petit peu peur de se lancer. Donc toi, c'est vraiment de bien étudier aussi d'un point de vue les clients et le magasin, comment on peut mettre en place les choses. Après, j'imagine que vous faites un test sur un produit en particulier et petit à petit, ça se met en place. Donc aujourd'hui, vous travaillez avec Carrefour notamment. Et du coup, avec qui vous échangez? Est-ce que c'est le gérant du RSE ou est-ce que c'est Carrefour même qui s'engage et qui investit vraiment dans ce secteur? D'accord. Alors, dans le cadre de Carrefour, notre projet opérationnel est plutôt la partie e-commerce. Okay. Mais par exemple, on a une initiative, on est en train de lancer des pilotes avec des magasins de vrac. Et là, on échange en effet avec les patrons de magasins. Et en fait, ce qui est à la fois intéressant, mais aussi un peu complexe dans ce type de projet, c'est que c'est très transversal. Et en effet, la direction RSE est souvent une porte d'entrée pour mettre en œuvre le projet. Mais ce qui est important aussi, c'est que ce soit la DG qui porte le projet, parce que ça touche beaucoup de métiers différents. Et finalement, ceux qui sont impliqués sont les achats, parce qu'il faut changer la typologie de produits, d'emballage, on en prend. Ensuite, on a toutes les opérations, les entrepôts. Les gens de la livraison sont très impliqués. Il y a également donc la partie financière aussi, parce qu'il y a des flux financiers qui sont là. Il y a de l'informatique, de l'IT et du RSE. Okay. Donc l'idée et l'important, c'est d'aligner ces différents acteurs pour en faire en sorte que le projet soit cohérent et fonctionne. Ok, très bien. Et je voulais revenir avec toi aussi sur la transition entre quand tu étais employé et quand tu t'es lancé. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu avais déjà monté l'entreprise avant de quitter ton job? Comment financièrement tu as fait pour monter ce hub, ce logiciel? Donc si tu pouvais nous raconter un petit peu plus en détail cette partie. Ouais. Alors c'est vrai que le projet, le côté initial du projet, ça fait à l'occasion de réunions que j'ai eues quand j'étais chez Carrefour. Donc l'idée a un petit peu germé. Et donc en effet, au moment où j'ai finalement interrompu mon contrat Carrefour pour me lancer, au bout de 3 semaines, le temps de déposer les statuts d'une SAS. Donc à ce moment-là, j'ai monté ma structure avec déjà cette idée en tête. Et puis finalement, le projet, justement, a très vite embrayé, d'accord, et donc c'est mis en œuvre, et puis aussi donc à la fois vis-à-vis de Carrefour et puis d'autres clients qui sont arrivés relativement vite, et ça a permis d'autofinancer l'entreprise, d'autant plus que c'est vrai que c'est un des avantages en France, c'est avec Pôle emploi, le fait de ne pas se payer, d'accord, de ne pas avoir à se payer, permet de libérer rapidement des finances, et justement c'est ça qui m'a permis donc d'investir dans le début de l'équipe et dans la plateforme informatique, d'autant plus que j'ai été rapidement aussi soutenu par Citeo,
l'ancien éco-emballage, qui pendant plus d'1 an et demi m'a financé et a financé justement cette croissance. Ok, très intéressant. Et du coup, tu as une équipe de 5 personnes. Vous avez commencé quand à être plus nombreux que toi seulement? Ça s'est fait au bout de 4-5 mois. Alors déjà, je suis venu m'installer ici à Station F dans un incubateur qui s'appelle Shake Up Factory, qui est spécialisé dans la partie food tech. Donc il y avait déjà un environnement autour avec des appuis, un peu de conseils, etc. On pouvait échanger au quotidien. Et puis au bout de 5-6 mois, j'ai pris une première personne en consultant. 1 ou 2 mois après, j'ai pris ma première stagiaire. Et puis au bout d'un peu plus d'1 an, j'ai pris mon premier CDI, d'accord, qui est un contrat duré. Et puis là, maintenant, on a un mix entre CDI, senior et puis des stagiaires. Voilà. Et on est 5 à date. L'idée, c'est d'ici la fin de l'année 2021, être peut-être entre 8 et 10. Ok, super. Et donc comme on dit, aujourd'hui on est à Station F et je voulais voir avec toi pourquoi tu as choisi Station F directement. Est-ce qu'il y a des partenaires qui sont plus proches? Comment ça se passe? En fait, le Station F, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. D'une part, c'est un lieu qui est agréable pour travailler au quotidien, d'accord, ce qui est quand même important, parce que l'architecture, l'espace, les facilités au quotidien sont importantes. On a également, au moment de créer une société, du support aussi, qui peut avoir lieu. Il y avait beaucoup de conférences, là c'est un peu aménagé pour l'instant, mais ça va repartir, avec aussi des contacts, que ce soit avec les BPI, des fonds d'investissement, de l'information, du soutien aussi de l'incubateur Shake Up Factory. Et puis aussi, c'est quand même un moyen aussi d'attirer à la fois des salariés, des équipes, des gens de talent, d'accord. Et pour aller, nous avec des stagiaires d'agro, d'HEC, etc., de top niveau, parce qu'aussi, en étant ici, on est plus attractif. Si on est dans un lieu un peu merdique, un peu caché, première chose. Et puis aussi, vis-à-vis de nos prospects, nos clients, c'est important parce que ça apporte de la crédibilité. Ils sont heureux de venir ici, de se déplacer, pour aussi voir un petit peu, découvrir un peu cet écosystème. Et donc, ça donne aussi une certaine attirance ou de l'attractivité, en tout cas, au projet. Ok, je vois. Et là, on a parlé beaucoup de Petrel. Oui. Et je voulais voir avec toi si on pouvait un petit peu parler de ton côté perso, tes passions, si tu as une famille, comment tu arrives à gérer ton temps et est-ce qu'il y a une différence entre quand tu travaillais en tant que salarié, aujourd'hui, quand tu es plus autonome, comment ça se passe? Oui. Là, il y a plein de questions dans ce que je dis, plein de leviers. Il y a déjà une première dimension, c'est travailler dans un grand groupe versus dans une start-up. Est-ce qu'en effet, c'est mieux, moins bien, plus restant, etc. Ça, on va dire que c'est une question très personnelle. Et c'est à chacun d'identifier ses ressorts. J'étais très heureux de travailler dans un grand groupe. J'ai eu des fonctions intéressantes. J'avais cette fonction de DG sur laquelle j'ai beaucoup appris aussi, dans la manière de manager ou de piloter des opérations au quotidien. Donc, je suis très content de l'avoir fait. Et je pense que c'était aussi important. En tout cas pour moi, d'autres n'ont pas forcément ce besoin. Et donc là, et je suis très heureux parce que ça correspond vraiment à une volonté personnelle d'être à mon compte, d'être maintenant d'avoir mon business, d'accord. Donc et je suis plus même détendu ou je porte plus mon projet maintenant que ça a pu être le cas avant, d'accord. Donc ça c'est vraiment sur l'aspect grande société. Après, moi, sur mes passions, mes activités, c'est vrai que moi, il y a toujours 3 sports que j'ai toujours fait ou activités. C'est la voile, le ski et la course à pied. D'accord. Et finalement, quand on voit dans le monde de l'entreprise, c'est que des qualités, ou en tout cas on développe à travers nos activités, nos passions, nos sports, un certain nombre d'aspects et qui se retrouvent aussi dans le monde de l'entreprise. D'accord. Donc la course à pied, l'endurance, de faire des marathons, des trails longs, etc. Et bien ça, finalement, on le vit dans l'entreprise. Il faut s'inscrire dans la durée. Il faut gérer son temps, gérer son souffle, savoir faire des reprises. Parfois, profiter aussi quand même de l'environnement, ce qu'il y a autour. Donc il y a plein de choses positives. Et finalement, on le retrouve beaucoup dans le sens de l'entreprise. Et à nouveau, d'autres personnes seraient plutôt des sprinteurs, des gens qui sont plus impulsifs, etc. Voilà. Moi, c'est m'inscrire dans
des courses longues. Et ensuite, des choses comme la voile, ou à nouveau, selon les personnes, moi, ce que j'aime, c'est quand même être skipper dans voilier. D'accord ? Et je préfère être skipper dans voilier petit ou moyen plutôt que numéro 2 dans d'énormes bateaux. Voilà, okay. Parce que c'est mon tempérament. Voilà. Et j'aime être à la barre et piloter les choses. Et finalement, c'est les choses que je retrouve là, d'accord, en pilotant, en prenant la barre de mon entreprise, en ayant les différents paramètres. Et à nouveau, parfois il y a du beau temps, un souffle régulier, etc. Okay. Puis parfois ça secoue un peu plus. Voilà. Complètement, trop bien. Okay. Ouais. Vas-y, non, je t'en prie. Non, et puis le dernier point, tu me disais par rapport à la famille. Ouais. Donc je suis marié, j'ai trois filles. Et c'est vrai que ce projet d'entrepreneuriat, je l'avais de longue date, donc il était partagé en famille. Et c'est vrai que ma femme travaille, et puis elle a un très bon poste dans une grande entreprise. Et à la fois c'est important parce que c'est rassurant déjà, et puis aussi c'est important d'avoir ce soutien au moment où on lance le projet. Voilà. Et puis c'est un projet qui est assez à la fois pas sympa, mais qui parle au quotidien. Dire on va faire du réemploi d'emballage, donc on peut en parler. Et justement, c'est souvent les enfants qui ont eux une perception par rapport à la pollution, aux emballages, etc., qui est plus développée que ma génération et que moi-même aussi. Et donc c'est eux aussi qui nous mettent un petit peu au pied du mur, qui nous font un petit peu changer. Donc ça c'est quand même assez important. Ouais, c'est agréable. Okay, très bien. Et tu parlais de voile et je voulais revenir sur le nom de Pétrel. Pourquoi tu as choisi ce nom et qu'est-ce que ça représente ? En fait, Pétrel, c'est un oiseau marin. On le trouve un petit peu dans baie de Somme, etc., dans le nord de la France. Okay. Mais c'est un oiseau marin qui se trouve surtout dans les mers du Sud. Kerguelen, Réunion, etc. On le trouve un petit peu en Nouvelle-Calédonie. Et qui fait des grands tours en mer et qui revient souvent à son point de départ pour pondre son œuf. D'accord ? Et il est assez impacté par la pollution un peu marine, mais surtout la pollution lumineuse. Donc c'est un oiseau qui est comme beaucoup déjà dans le circulaire et un petit peu impacté par son environnement. Donc je trouve ça assez sympa comme idée. Super. Et puis quand j'étais étudiant, même tous les étés, je l'ai passé aux États-Unis, à New York, où j'étais mousse équipier sur un voilier qui s'appelait le Pétrel et qui était en bas de Manhattan. Et je passais passer mes étés là-bas. Et donc je trouvais ça sympa de réutiliser ce nom. En plus, c'est vrai que Pétrel.fr et Pétrel.com sont disponibles, donc j'ai dit on y va. Et d'autant plus que j'aime pas du tout les acronymes, les noms trop longs qui deviennent où on ne laisse que trois lettres, etc. Donc voilà, il y a un nom, il n'est pas significatif, d'accord, il ne signifie pas, d'où l'importance d'accoler avec sa signature qui est commerce circulaire. C'est super ça. Et je voulais voir avec toi aussi, qu'est-ce qui te motive chaque jour, chaque matin à te lever, à faire cette activité ? Est-ce que parce que en plus aujourd'hui ça a peut-être plus de sens, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une motivation ? Et une autre question, c'est dans la continuité de celle-ci, c'est ta vision de Pétrel du coup dans 5-10 ans, comment tu le vois ? Alors, c'est vrai que le matin, alors pas tous les matins, là, surtout l'hiver, mais je viens souvent en vélo, ici en vélo électrique, mais j'ai à peu près 25 km, donc ça fait une heure de vélo pour venir, 1 heure de vélo pour retourner. Et ça permet justement de réfléchir à la fois à sa journée, au sens de ce qu'on fait, etc. Et se dire qu'on mène un projet qui est chouette, qui a du sens, sur lequel on a envie de s'engager. Que l'on partage à la fois avec l'équipe en interne mais aussi avec ses clients. Il y a vraiment un partage avec une volonté de défricher un peu des nouveaux territoires en disant on ne sait pas vraiment de quoi sera fait l'avenir. On sent qu'il y a un mouvement important, significatif vers le zéro déchet, il y a une volonté d'y aller, mais de quelle manière ça va se faire, qu'est-ce qui va gagner ou qu'est-ce qui va... On ne sait pas bien. En tout cas, on est là pour apporter notre contribution, pour construire, partager. Donc c'est ça qui est chouette. Et finalement, donc voilà, on le fait. Puis en se disant, en plus, on va se faire plaisir. On va le faire de manière positive. Et ça fait partie un peu de nos valeurs et d'essayer de regarder le verre à moitié plein
plutôt qu'à moitié vide. Et en disant, c'est pour ça qu'on dit embarquer vers le zéro déchet, on sait qu'on n'y arrivera pas forcément, d'accord, on ne sera pas absolu, on ne sera pas parfait, mais déjà si on peut faire avancer dans le bon sens et dans les bonnes directions, je trouve que c'est quand même très, très positif. Okay. Et pour te répondre, ce qu'on sera dans la vision dans 5 ans ou 10 ans, en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que le projet, la vision que l'on porte, soit encore là dans 10 ans. D'accord ? Justement, l'idée, c'est faire du moyen long terme. C'est la vision un peu du marathonien en disant voilà, la ligne d'arrivée est loin, mais ça n'a pas d'importance. Et justement, faisons notre cheminement, parce qu'on sait que tous ces processus sont longs. À nouveau, comment ce sera exactement, je ne sais pas. D'accord ? Mais l'idée, c'est il y a un mouvement qui est en cours, et l'idée, c'est y participer, contribuer, et avec cette conviction que en fait, on est reconnu par la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, et l'idée, c'est de dire voilà, il y a une économie qui a existé, qui est là aujourd'hui, qui est le résultat d'une histoire. On pourrait dire tout est nul, tout est moche, on arrête tout, on rase tout, on trouve ça. Et on fait et moi, je pense que il y a des raisons qui ont fait qu'on est aujourd'hui ici. Le monde n'est pas parfait, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer, pour que demain soit meilleur ? Okay. Et en plus, en le voyant comme une opportunité de développer de l'activité, donc de l'activité aussi des embauches, des salaires, faire travailler des personnes, améliorer l'impact sociétal, économique, voilà. Et donc, te dire... Et l'idée, c'est s'inscrire dans des projets qui vont être dans la durée et qui vont apporter des bénéfices. Et en faisant en sorte de ne pas forcément tout développer par nous-mêmes, mais plutôt coordonner entre différents acteurs et essayer plutôt de modifier des grands flux logistiques ou d'affaires pour les rendre circulaires. D'accord ? Okay. Et c'est ça, là-dessus, qu'on s'inscrit dans la durée. Et de quelle manière ça va se faire, je ne sais pas. Et on verra, et on va apprendre en marchant, en fonction à la fois des différents acteurs, puis surtout des attentes des consommateurs qui guideront aussi nos choix. Très bien, d'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, je trouve ça vachement intéressant, tout ce que tu me racontes, j'adore déjà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très structuré et c'est très fluide la manière dont tu l'exprimes, c'est très clair dans ta tête, donc c'est génial. Et je pense que le côté humain du projet est vraiment super intéressant et passionnant. Et est-ce que personnellement tu te retrouves du coup avec un équilibre quand même où tu as du temps pour profiter aussi de la nature et avoir du temps pour, tu parlais de ski tout à l'heure, de la voile, c'est des moments du coup qui comptent pour toi et c'est peut-être ça aussi qui te motive aujourd'hui de protéger cet écosystème dans lequel on passe des bons moments aussi en fait. Donc est-ce que tu as est-ce que je dirais pas des retraites mais quel lien en fait finalement tu as avec la nature et qu'est-ce que ça représente concrètement pour toi cette mission ? Alors, ils ont annoncé hier au soir que toutes les stations de ski resteraient fermées. Okay. Donc c'est pas une année, c'est un peu une année blanche, on va dire justement, qui ne sera pas assez en blanche. Non, mais pour moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, ma femme aussi, mais etc. On a toujours beaucoup travaillé, mais justement, c'est fondamental pour moi de garder le contact avec la nature, de maintenir des activités extérieures, soit familiales, les amis, mais aussi du sport, et être au contact de la nature. Et donc je fais beaucoup de voile, on fait toujours régulièrement on loue des voiliers dans des nouvelles zones. J'ai un voilier moi-même dans le sud-ouest et dès qu'on peut on sort pour s'aérer, être au contact des éléments. De la manière, j'ai toujours skié tous les ans, on verra. Je ferai bien du ski comme cette année, donc c'est un peu de phoque. Mais voilà, et j'ai toujours eu en étant de Lyon, fait beaucoup de montagne et de ski. Okay. Et pour moi c'est fondamental et tous les week-ends je cours. Voilà. Il n'y a pas un week-end où je ne cours pas. Donc voilà, le contact avec les éléments est un élément important dans l'équilibre. Oui. Trop cool. Ok. Et d'ailleurs, tu dis que tu viens de Lyon et à quel moment tu es venu sur Paris du coup est-ce que c'était pour Petrel ou déjà avant tu as déménagé Ouais. En fait, je suis en effet donc de Lyon, j'ai fait mes études d'ingénieur sur place, et puis donc j'avais fait presque un quart de siècle, et puis finalement après je suis parti faire un premier stage au Mexique, puis après je suis parti en Asie du Sud-Est pour travailler.
je suis rentré en France pour faire un MBA et j'avais comme projet plutôt de repartir à l'étranger, à l'international, partir en expatriation. Et finalement, ça s'est pas fait. Voilà. Donc j'ai fait des premiers jobs en région parisienne, dans le conseil, le place de marché internet, et je suis rentré chez Carrefour en 2004, au moment où Carrefour avait peut-être 25 filiales dans le monde, en disant il y aura forcément des opportunités dans n'importe quel pays. Et finalement, au bout de 7 ans, voilà, je suis parti à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. C'était une forme d'expatriation. Et j'aurais pas fait ça, mais par contre, donc c'était des projets à la fois personnels et familiaux. Et qui ne se sont pas avérés. Inversement, ça m'a permis de gérer une filiale, et puis là maintenant de créer ma boîte qui était aussi un projet important à titre personnel. Et puis on a un petit peu compensé avec on fait généralement un voyage par an à l'étranger, un peu partout dans le monde, justement à la fois pour nous et puis aussi pour rapport aux enfants, pour les ouvrir sur le monde. Exactement. Ok. Bah, écoute, on arrive aux questions de fin. Je voulais voir avec toi comment on peut retrouver Petrel, comment on peut te contacter déjà. Oui. C'est relativement simple, petrel.fr, ça fonctionne bien, c'est le site internet où il y a beaucoup de relais. C'est vrai que moi je communique pas mal sur LinkedIn, mais parce que mes cibles sont quand même beaucoup en B2B, mais ça permet de donner un peu d'actualité sur nos initiatives, nos clients, le marché aussi qui évolue. Et toutes ces communications aussi, on les retrouve sur le site de petrel.fr, sur l'actualité. On a un peu sur nos différentes actions. Et puis c'est vrai que moi je rêve que on puisse arriver à se faire le déconfinement, justement pour voir plus de monde, accueillir du monde ici à Station F, faire des salons, aller rencontres. Bon voilà, on est dans un contexte un petit peu particulier. On le prend en compte et puis on regarde l'avenir de manière assez positive, en faisant parfois un petit peu le dos rond. Ok, trop bien. Et est-ce que tu aurais un contenu à nous partager ou un livre, quoi que ce soit qui t'aurait aidé à passer des steps dans ta vie ou même actuellement que tu suis, qui te plaisent, autre que Petrel? Je pense que la littérature est en effet un bon moyen, est toujours intéressant, très enrichissant. Moi j'ai toujours beaucoup aimé le 19e siècle. Et beaucoup de biographies. Et en fait, finalement, en lisant des biographies de personnes assez incroyables, c'est même plus incroyable que beaucoup de romans et des choses. Et que parce que c'est vraiment une vie réelle. Exactement. C'est un résumé. Et ça me fait penser par exemple, les vies de Haussmann, de Lesseps, ou des gens qui sont partis défricher l'Amérique latine moi, je pense à Magellan, c'était bien avant. C'est bien avant, ça. Non, bien sûr, voilà. Mais c'est des personnes super intéressantes et ça me fait penser à ce que tu dis, que dans ta famille, finalement, il y avait déjà des personnes qui avaient entrepris. Et du coup, c'est notamment ça, finalement, tu t'inspires peut-être de personnalités qui t'ont donné envie d'être aventureux. Et c'est trop bien. Et surtout, je vais finir par une dernière anecdote. Ce qui est quand même amusant, c'est que mon grand-père paternel, que je n'ai pas connu, faisait la distribution de boissons partout. Il avait par exemple le monopole de Joker en Rhône-Alpes, vers les cafés-restaurants, et il récupérait des bouteilles vides, donc les semi-consignes. Donc il gérait les semi-consignes. Puis après, l'entreprise a été vendue pour devenir France Boisson, qui est maintenant une filiale d'Heineken, en Rhône-Alpes. Et mon grand-père maternel faisait des sacs papier, plastique, pas plastique, justement des sacs papier en différents tissus pour les différentes épiceries, etc. Et c'est une entreprise qui a fonctionné sur 2 générations et qui a disparu dans les années 80 avec l'arrivée du plastique dans la grande distribution, etc. Et donc finalement, ce que je suis en train de mettre en œuvre à travers ce projet Petrel n'est que la résultante des deux métiers de mes grands-parents, avec une petite couche de digital. 2.0. Comme quoi, on revient. Donc comme quoi, je crée pas grand-chose finalement. Je suis pas si innovant que ça. On remet juste au goût du jour, parfois du bon sens et des choses intéressantes. Et voilà, parce que c'est le sens de l'histoire. C'est génial. Merci beaucoup pour cet échange. C'était très agréable. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir, Marc. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié le podcast, je vous invite à ajouter un commentaire et une note sur Apple Podcast ou iTunes. Cette action valorise ma création.
Vous pouvez également vous abonner à Échappée Verte sur votre plateforme favorite et en parler avec vos proches. Pour finir, je partage mes avancées, mes réflexions et mes apprentissages à travers des emails chaque lundi. Si vous souhaitez suivre mon aventure de plus près, rendez-vous en description de l'épisode, un lien vous attend pour me partager votre email. Sur ce, je vous dis à lundi prochain dans vos emails et ou dans vos oreilles. Bonne journée et à bientôt.